Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au domaine de la pharmacologie et plus précisément aujourd'hui nous allons étudier la pharmacovigilance. Je vais vous introduire au concept de suivi thérapeutique pharmacologique, ensuite nous verrons l'histoire de la pharmacovigilance, notamment avec le chloroforme qui était autrefois un anesthésique utilisé en bloc opératoire et pour les femmes enceintes. Ensuite nous allons définir la pharmacovigilance mais surtout parler de ses objectifs et nous finirons cette vidéo sur l'étude des effets indésirables, sur les erreurs médicamenteuses et sur la législation qui entoure la déclaration des effets indésirables. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, je suis également étudiant en kinésithérapie. Et cela me permet de faire un disclaimer, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professeur en université, et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Alors, la pharmacovigilance, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? C'est une activité qui va consister à enregistrer et évaluer les effets secondaires, alors en particulier les effets indésirables qui vont résulter de l'utilisation des médicaments. Et donc, le but de cette pharmacovigilance est d'optimiser les bienfaits cliniques d'un médicament tout en minimisant ses effets secondaires et en ajustant individuellement la dose des médicaments. Et cela me permet de vous introduire à ce concept, le concept de suivi thérapeutique pharmacologique. En anglais, on l'appelle le Therapeutic Drug Monitoring, qui est une branche clinique de la chimie et surtout de la pharmacologie et qui se spécialise dans la détermination des taux sanguins de médicaments. Son intérêt est de permettre une surveillance précise des substances pharmacologiquement actives. Donc le STP, le suivi thérapeutique pharmacologique, vise à adapter les posologies d'un médicament pour un patient donné, sur la base de l'expérience clinique ou d'essais thérapeutiques ayant démontré son utilité chez tous les patients recevant ce médicament. Et donc de nombreux paramètres sont à prendre en compte dans l'interprétation des taux circulants des médicaments, notamment le moment du prélèvement par rapport à l'heure d'administration de la dernière dose, mais également les voies d'administration, la posologie, les conditions d'acheminement et de stockage de l'échantillon, la précision et l'exactitude de la technique de dosage, la validité reconnue des modèles pharmacocinétiques que nous avions longuement étudiés dans les précédentes vidéos, mais également la possibilité d'interaction médicamenteuse et finalement l'état clinique du patient à ne pas négliger, à savoir ses comorbidités associées, ses fonctions rénales, hépatiques et sa tolérance envers le traitement. Donc le STP, le suivi thérapeutique pharmacologique, va se baser sur des informations pharmacogénétiques. La pharmacogénétique est l'étude de l'influence du génotype sur la variabilité de la réponse à un traitement médicamenteux. Alors sur des informations pharmacogénétiques, mais également des informations démographiques, des informations cliniques et sur la mesure des concentrations des médicaments. Mais pour quel objectif? Alors, le but, c'est de diminuer le taux d'échec thérapeutique qui est lié à une mauvaise observance, une dose insuffisante ou des interactions médicamenteuses. Le deuxième objectif, c'est de réduire la fréquence des effets indésirables et des toxines des médicaments liés à une dose excessive ou des interactions médicamenteuses. Troisième objectif, déterminer un schéma posologique optimal basé sur la modulation de la dose et sur des modifications de l'intervalle d'administration. Alors, quand utiliser? Pour des traitements prophylactiques, mais également pour l'évaluation et la modification du traitement, pour des échecs thérapeutiques, des suspicions de toxicité, pour l'évolution d'une pathologie ou l'apparition d'une nouvelle pathologie, et pour des conditions pathologiques particulières et pour une vérification de l'observance. Donc ici, pour quel médicament utiliser le suivi thérapeutique pharmacologique? En étudiant la toxicité, mais également l'efficacité. Par exemple, la toxicité du lithium, qui est un traitement curatif des états d'excitation maniaque ou hypomaniaque, mais également la toxicité des aminosides, qui est une famille d'antibiotiques ou des antidépresseurs tricycliques. Et donc par rapport à cette toxicité, on va vérifier également l'efficacité. Ici, j'ai pris l'exemple toujours du lithium, des aminosides et des immunosuppresseurs. Mais bien sûr, également en fonction de la situation
cliniques, les anti-épileptiques, les antirétroviraux ou les antipsychotiques. Donc voilà pour des exemples du Therapeutic Drug Monitoring. Alors maintenant, on va faire l'histoire de la pharmacovigilance. Comment ce concept est apparu? Quelle est la genèse de ce concept? Alors, la pharmacovigilance est apparue suite, ici je vous donne l'exemple du chloroforme. Alors, le chloroforme était autrefois utilisé comme un anesthésique dans les blocs opératoires, notamment pour les femmes enceintes. Et vous avez un Français, vous avez un Allemand, un Américain qui ont découvert en même temps le chloroforme, préparé pour la première fois en 1931. Et c'est à Édimbourg en 1847 que James Young Simpson utilise pour la première fois le chloroforme pour un accouchement et le présente à ses confrères. À l'époque, seul l'éther, qui présente de nombreux inconvénients, était utilisé. Et de nombreuses opérations se déroulaient sans anesthésie. Et donc le chloroforme est apparu comme un grand progrès au niveau de la médecine. Et vous avez même la reine Victoria qui l'utilise en 1853 pour accoucher, ce qui rassure le grand public concernant l'utilisation du produit. Mais à la fin du 19e siècle, il y a eu des réunions de l'association médicale britannique pour enquêter sur les morts subites associées au chloroforme. Et entre 1864 et 1910, ces commissions britanniques ont étudié le chloroforme, mais n'ont pas réussi à tirer une conclusion précise sur ses bienfaits, sa toxicité et son utilisation. Mais il n'empêche que l'on a pu constater de nombreux troubles et des morts subites associées à cette chloroforme. Ensuite, un autre exemple de l'apparition de la pharmacovigilance était l'utilisation de l'élixir sulfanilamide, qui était un médicament mal préparé et qui a causé aux États-Unis un empoisonnement de masse et qui a causé la mort de plus de 100 personnes, notamment dans les années 40. Et donc, le tollé public provoqué par cet incident, et bien sûr d'autres catastrophes similaires, a conduit à l'adoption de la loi fédérale de 1938 sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques qui a considérablement augmenté les pouvoirs et l'influence de la FDA, de la Food and Drug Administration, pour réglementer les médicaments, c'est-à-dire protéger le public des dommages causés par la commercialisation prématurée des médicaments et également obliger les laboratoires pharmaceutiques de démontrer la sécurité du médicament avant sa commercialisation. Troisième exemple, le phocomel, qui est la phocomel, je ne sais pas, qui est une malformation congénitale par phénocopie, c'est-à-dire une anomalie du développement qui a lieu pendant la grossesse et qui aboutit à ce qu'on appelle un individu ectromélien, c'est-à-dire un arrêt du développement d'un ou de plusieurs membres et qui va se caractériser par une atrophie des membres, aboutissant en quelque sorte à l'implantation directe des mains et des pieds sur le tronc. Je vous laisse aller voir des images sur Google. Et également accompagné d'une aplasie des os longs, c'est-à-dire une aplasie médulaire, se caractérise par l'arrêt de production de cellules sanguines, normalement synthétisées au sein de la moelle osseuse. Et donc de nombreux cas de phocomélie ont été provoqués par la prescription médicale de thalidomide, qui était un sédatif commercialisé en 1960. C'était un médicament utilisé entre les années 50 et 60 comme sédatif, mais également comme antinauséeux, et notamment, vous vous en doutez, chez les femmes enceintes. Et donc, l'objet d'un scandale sanitaire, le scandale sanitaire du thalidomide a abouti au retrait du médicament du marché mondial à partir de 1961. Alors, une définition de la pharmacovigilance, même si on en a déjà parlé, on va surtout parler de ses objectifs. Donc la pharmacovigilance est l'activité qui consiste à enregistrer et évaluer les effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments. Donc plusieurs objectifs. Garantir le signalement des effets indésirables à plusieurs niveaux. Les professionnels de santé, les autorités compétentes et bien sûr les laboratoires pharmaceutiques qui sont titulaires de l'autorisation de mise sur le marché. Donc offrir une meilleure information, sur les médicaments, actualiser les études,
permettre l'adoption de mesures sanitaires appropriées, permettre aux médicaments commercialisés de présenter un rapport, ça c'est très important, bénéfice-risque qui est favorable, et tout simplement garantir la sécurité d'emploi des médicaments. Sur quelles caractéristiques? Le nombre de patients, le type de patient, mais également la durée du traitement, les indications, les maladies associées, les interactions médicamenteuses et la relation dose et schéma thérapeutique. Alors, dans la loi, ça donne quoi? Vous avez plusieurs niveaux, vous avez plusieurs échelons, vous avez un échelon international, un échelon européen. Donc, en France, la pharmacovigilance, nous l'avons dit, a pour objet la surveillance du risque d'effets indésirables qui va résulter de l'utilisation des médicaments et des produits à usage humain qui est réglementé par le Code de la santé publique. Donc vous avez, nous l'avions dit, un échelon international, un échelon européen, vous avez un échelon national qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Vous avez un échelon régional, des échelons régionaux avec les centres régionaux de pharmacovigilance et vous avez différents acteurs également. Les entreprises et les laboratoires pharmaceutiques, mais également les professionnels de santé, les patients et les associations de patients. Par exemple, au Canada, la pharmacovigilance est réglementée par la direction des produits de santé commercialisés de la Direction générale des produits de la santé et des aliments de santé au Canada. Et nous parlions de cet échelon européen qui est réglementé par l'Agence européenne des médicaments. Et à l'international, vous avez par exemple the Council of International Organizations of Medical Science et également l'ICH qui est l'International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. Donc les effets indésirables. Qu'est-ce qu'un effet indésirable? Donc un effet indésirable d'un médicament ou d'un soin est un effet défavorable induit ou potentiellement induit par le traitement. Par exemple, gêne, allergie, complications graves, décès. Et cela a un effet, cet effet indésirable peut être soit immédiat, soit différé. Alors, selon la définition commune à l'OMS et à la communauté européenne, on entend par effet indésirable une réaction nocive et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour le rétablissement, la rectification ou la modification d'une fonction physiologique. Le degré de gravité et leur fréquence sont extrêmement variables. Certains sont bénins et modérés, permettant de poursuivre le traitement sans risque. D'autres sont plus gênants ou plus dangereux, imposant dans les deux cas l'arrêt du médicament. Ils sont, quoi qu'il en soit, stipulés sur la notice du médicament, mais le plus souvent sans hiérarchisation quant à leur fréquence ou leur réelle importance. Ainsi, par exemple aux États-Unis, les 200 médicaments les plus prescrits comportent une liste d'environ 100 effets indésirables. Et donc cela me permet d'introduire ce concept de balance bénéfice-risque. La constatation d'effets indésirables peut conduire à retirer un médicament du marché si le risque est fréquent ou grave, comparé à l'effet bénéfique attendu ou à la disponibilité d'autres traitements équivalents mieux supportés. C'est la notion de balance bénéfice-risque qui va évaluer l'importance respective des avantages et inconvénients du médicament en question et d'autres traitements éventuels. Donc les effets indésirables sont généralement mineurs par rapport aux bénéfices apportés par le traitement. Le plus fréquemment observé sont des perturbations du système digestif, des nausées, des vomissements, des diarrhées, de la constipation, mais également des maux de tête, de la fatigue ou de la somnolence. Alors les effets indésirables peuvent être liés aux médicaments et aux particularités du patient, mais également aux interactions entre le médicament et d'autres médicaments ou d'autres produits, par exemple l'alimentation, l'alcool et le tabac. Alors, pour donner un exemple, vous avez les antidiurétiques qui présentent beaucoup d'effets indésirables, comme problèmes de déshydratation, de douleurs musculaires, de crampes, d'hypotension artérielle, d'insuffisance rénale, de troubles digestifs, de céphalée, de paresthésie et j'en passe. Et quelle est l'indication des antidiurétiques? Ils réduisent la quantité d'urine, en particulier dans le diabète insipide, qui est l'une
des principales indications des antidiurétiques. Et donc, avant la mise sur le marché d'un antidiurétique, on va faire une étude, faire une analyse entre les bénéfices et les effets indésirables. Voilà, c'était pour donner un exemple. Et vous avez évidemment des médicaments qui peuvent provoquer des effets indésirables graves, c'est-à-dire à l'origine d'un décès, qui présente une menace pour la vie, qui nécessite une hospitalisation, qui provoquera des séquelles ou une incapacité notable et durable, notamment avec les activités de la vie quotidienne, et des médicaments qui peuvent créer des anomalies congénitales ou une atteinte périnatale. Alors, quand rapporter un effet indésirable, c'est surtout le rôle des professionnels de santé, des laboratoires pharmaceutiques, nous l'avions dit, mais également des patients, des associations de patients. Ça intervient à différents niveaux. En cas de surdosage, de grossesse, d'erreur de traitement, mais également un mauvais usage des médicaments. Par exemple, dans le monde du bodybuilding, on utilise des stéroïdes anabolisants pour gagner en masse musculaire, des abus ou une inefficacité. Mais on va reparler de tout ça juste après. Alors, ça me permet d'introduire le terme d'erreur médicamenteuse, qui est un événement iatrogène. Alors, iatrogène, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé individuel ou du collectif, ou d'un collectif, de tout acte ou mesure pratiquée ou prescrit par un professionnel de santé. D'accord? Donc, l'erreur médicamenteuse est un événement iatrogène médicamenteux évitable, résultant d'un dysfonctionnement non intentionnel important dans l'organisation de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du patient. Alors, de telles erreurs peuvent être à l'origine de la prescription en elle-même, mais également de l'étiquetage des médicaments, de la préparation, de la délivrance, de l'administration par un professionnel de santé, mais également de l'éducation du patient par rapport à son traitement et du suivi thérapeutique. Alors, cette erreur médicamenteuse est l'omission ou la réalisation d'un acte non intentionnel, nous l'avons dit, impliquant un médicament durant un processus de soin. Elle peut être à l'origine d'un risque ou d'un événement indésirable pour le patient, et nous allons considérer 3 types d'erreurs. Nous avons les erreurs avérées, les erreurs potentielles et les erreurs latentes. Je m'explique, une erreur avérée est une erreur sans effet indésirable. Une erreur potentielle se constate si l'erreur a été observée avant l'administration du produit pharmaceutique au patient. Et une erreur latente est une observation qui témoigne d'un danger potentiel pour le patient. Alors, je voulais terminer cette vidéo sur la législation et la notification des effets indésirables. Nous avons vu que cette notification intervient à plusieurs échelons, à plusieurs niveaux, notamment auprès de la santé publique, des pouvoirs politiques, également à un niveau national, à un niveau régional, avec l'intervention bien sûr des professionnels de santé, des associations de patients et des laboratoires pharmaceutiques. Donc, lorsqu'on observe un effet indésirable, quelles sont les données qui sont à recueillir? On va bien sûr identifier le professionnel de santé et recueillir des données pour pouvoir le contacter et l'interroger. Il nous faut également identifier le patient, mais en maintenant son anonymat, notamment en l'identifiant par son sexe et son âge. Bien sûr, quel est le médicament suspecté et quelle est la nature de l'événement? Nous allons être amenés à décrire l'événement, décrire les réactions indésirables suspectées, le surdosage, l'infradosage, le mauvais usage, la grossesse ou la transmission d'un agent infectieux et également la date d'apparition. Et vous avez un site internet ansm.santé.fr qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, site internet sur lequel vous pouvez déclarer un effet indésirable. Et ici, vous avez un mode d'emploi. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.